Donc sur les premières mesures qui ont été engagées par le gouvernement, c'est les décalages, les reports d'échéances, donc des reports d'échéances qui sont possibles auprès de l'URSSAF. Donc il y avait celles qui étaient payables au 15 mars qui pouvaient être reportées, donc on parle bien de report et pas d'annulation. Et ils viennent de nous confirmer que celle du 5 avril sera aussi décalable en matière d'URSSAF. Donc ça va être des dates de paiement qui pourront être reportées jusqu'à 3 mois. Ça n'empêche pas de poursuivre toute la partie déclarative. Donc pour les connaisseurs, les DSN sont toujours à déclarer en temps et en heure. En complément de l'URSSAF, qui est un organisme public, comme vous le savez, les caisses de retraite, prévoyance et mutuelles ont, au cas par cas, aussi engagé ces reports. Donc, il faut se renseigner auprès de ces caisses pour s'assurer que vous pouvez en bénéficier. Donc, ça veut dire que l'intégralité des charges sociales liées aux salariés peuvent être décalées dans le temps. Donc ça, c'est des mesures concrètes pour les publics salariés. Pour ceux qui sont travailleurs indépendants, donc dépendants du RSI, donc les travailleurs non salariés, les échéances également du 20 mars et du 5 avril ne seront ou n'ont pas été prélevées. Et ces échéances sont décalées, sont listées sur les échéances à venir. Ce qu'on vous donne aujourd'hui, c'est les informations qu'on a dans le cadre d'une période de confinement de 15 jours. On imagine vraisemblablement que si le confinement est amené à être prolongé, que ces mesures seront également prorogées sur le mois d'avril. En tout cas, on n'a pas pour l'instant les certitudes sont sur les quelques échéances passées et celles à venir, en l'occurrence le 5 avril. Sur les aspects plutôt fiscaux, alors il y a une question sur la TVA. Donc la TVA n'entre pas dans le dispositif de report. Donc vigilance sur ce sujet-là, hein, c'est-à-dire que l'administration considère que c'est de la trésorerie qui a été perçue par l'entreprise, donc elle doit la reverser. Malgré tout, les dispositifs qui existaient par le passé de négociation, de suspension ou d'appurement sur quelques mois sont toujours envisageables si la trésorerie de l'entreprise ne permet pas d'y faire face. Mais en tout cas, continuez à déclarer vos TVA et à les payer dans la mesure du possible. Si vous n'arrivez pas à les payer, il faut faire des demandes de sursis de paiement ou d'étalement. On a constaté aussi en matière de fiscalité que tout ce qui était crédit d'impôt était payé très vite. Nous, on a des crédits d'impôt qui ont été débloqués sous 2-3 jours là. Donc les crédits, donc ça veut dire le crédit impôt recherche pour les entreprises innovantes, le crédit impôt innovation. Donc il y a des remboursements accélérés. C'est la même chose pour la TVA, des remboursements accélérés. Donc continuer à déclarer et à demander les remboursements au plus tôt pour se faire rembourser au plus tôt et renforcer les trésoreries. Pour ceux qui payent de l'impôt société, les acomptes ont pu être bloqués. S'ils n'ont pas été bloqués au 15 mars, on peut en demander le remboursement, au même titre que la taxe sur les salaires si on y est assujetti. C'est la même chose pour les contrats de mensualisation des taxes foncières ou des contributions foncières des entreprises. Il y a possibilité de les suspendre pendant cette période. Donc tout est accessible via le site impôt.gouv et le portail des entreprises. Une petite précision pour les entrepreneurs, ou en tout cas les travailleurs indépendants, les travailleurs non salariés, on peut, comme par le passé, moduler le prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu, comme tout contribuable. Donc on peut aller moduler directement sur son espace personnel.
Donc ça, c'est les mesures principales sur les décalages d'échéances fiscales et sociales. Il y a une faculté de reporter les factures d'eau, de gaz et d'électricité, donc le report du paiement sans qu'il y ait de pénalité et arrêt des prestations. C'est destiné aux petites entreprises, hein, donc c'est celles qui sont éligibles au fonds de solidarité. Donc c'est des entreprises qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui ont un exercice, un bénéfice annuel inférieur à 60 000 euros. Donc ils peuvent demander le report de paiement eau, électricité, gaz et la suspension également des loyers pour les locaux commerciaux. Voilà. Donc il y a une demande qui est à faire auprès du bailleur dans ces cas-là. Aujourd'hui, on n'a pas forcément plus d'informations sur le report possible sur les autres échéances. Vraisemblablement sur l'échéance donc au 15 avril sur les salaires de mars, on serait en droit de mettre le montant des cotisations URSSAF également à zéro, puisque du coup, par analogie avec l'échéance du 5 avril pour les sociétés de plus de 50 salariés. Après ce report-là, on ne sait pas du tout s'il sera de la même durée, à savoir 3 mois, ou en fait si toutes les échéances seront reportées uniquement au 15 juin, parce que pour l'instant, c'est la seule information qu'on a à notre disposition. Donc voilà, donc on est dans l'attente d'informations qui vont, à mon avis, donc venir au fur et à mesure. Dans tous les cas, voilà, il y aura forcément diffusion de ces informations-là. Je voudrais simplement peut-être déjà faire un petit aparté sur les différentes arrêts de travail que vous pourriez avoir eu pour vos salariés. Donc, on va distinguer 3 types d'arrêts. L'arrêt de travail, isolement, confinement. Donc ça, cet arrêt de travail, il est délivré en fait nécessairement par un médecin conseil de la CPAM. Donc cette liste de médecins conseils, on l'a à disposition sur le net un petit peu partout. Ces arrêts sont délivrés aux personnes qui sont contaminées ou qui sont mises à l'isolement. La durée de l'arrêt, il est forcément de 20 jours. Dans ce cas, on a une indemnisation par la sécurité sociale qui est faite sans carence et dès le premier jour. Et à partir d'hier, depuis donc la publication de l'ordonnance, sans condition d'ancienneté. Juste pour rappel, aujourd'hui, pour pouvoir être indemnisé, que ce soit dans le cadre du Code du travail ou dans le cadre de l'application d'un accord de branche, en fait, les salariés nécessairement devaient avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise pour pouvoir bénéficier du maintien de salaire. Aujourd'hui, on lève ce verrou et on dit voilà, sans condition d'ancienneté, tous les salariés sont indemnisés dans le cadre de ces arrêts de travail-là, donc par la sécurité sociale et nécessairement avec un complément qui est réalisé par l'employeur. Donc, dans tous les cas, pour pouvoir être indemnisé par la sécurité sociale, qu'on fasse de la subrogation ou en fait que le salarié soit indemnisé donc directement, il faut nécessairement faire une DSN événementielle. Pour ce qui est des cas dérogatoires, donc c'est le deuxième cas d'arrêt aujourd'hui, on a donc des personnes qui sont reconnues donc en ALD, donc ou patients à risque. Et donc, on a une liste des personnes qui sont en ALD, notamment tout ce qui est maladies immunodépressives, donc les asthmatiques, les diabétiques, etc. Donc, ces personnes-là, dans le cadre donc du Covid-19, peuvent prétendre donc à un arrêt de travail. Cet arrêt de travail, il est délivré par le médecin de ville ou traitant, qui est le seul habilité donc à le réaliser. L'indemnisation, comme pour l'arrêt de travail isolement, donc il est dès le premier jour avec un complément de salaire donc par l'employeur, dans les mêmes conditions que j'ai évoquées précédemment. Là, à la différence donc de l'arrêt de travail pour isolement ou confinement, le salarié doit nécessairement donc avoir un avis d'arrêt de travail de son médecin de ville ou médecin traitant et il doit réaliser par la même occasion une autodéclaration sur le site de déclaramélie.fr. Il doit donc transmettre cette autodéclaration ainsi que son avis d'arrêt de travail donc à l'employeur pour que celui-ci soit en mesure de réaliser la DSN événementielle qui va permettre l'indemnisation au titre de cet arrêt. On a un troisième arrêt qui est l'arrêt pour garder les enfants.
trois cas possibles en fait pour l'arrêt pour garde d'enfant. On a l'enfant qui est isolé et confiné. Ce sont des arrêts spécifiques qui sont forcément délivrés par la CPAM. Donc là, on a forcément le cas de l'enfant qui est en situation de contamination ou qui est mis à l'isolement puisqu'effectivement, il est potentiellement infecté par le virus. Cet arrêt donc est délivré par la CPAM. On a le cas de la fermeture scolaire. Donc là, du coup, on est sur la délivrance d'une attestation sur l'honneur par le salarié, où effectivement l'enfant s'en nourrisse. Et là, à nouveau, c'est l'arrêt spécifique qui est délivré par la CPAM. Cet arrêt, pour l'instant, il est d'une durée maximale de 21 jours. On a à nouveau une indemnisation donc par la sécurité sociale dès le premier jour, avec un complément donc qui est fait par l'employeur en fonction d'un comparatif qu'on fait avec le légal et la convention collective. À nouveau, le salarié donc, qui fait cette demande d'arrêt pour garde d'enfant doit faire une déclaration sur déclaramélie.fr, transmettre donc son attestation sur l'honneur à l'employeur. La déclaration de Déclaramélie, pardon, je me suis trompée, c'est l'employeur qui doit la réaliser à réception de l'attestation sur l'honneur transmise par le salarié. Et à son tour, une fois qu'il a fait cette déclaration sur Déclaramélie, on doit réaliser une DSN événementielle. Donc, pour résumer, donc on a ces trois arrêts-là. Aujourd'hui, on a des différences très importantes en termes d'indemnisation des salariés par rapport à un cas classique d'arrêt de travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un cas classique d'arrêt de travail continue à être indemnisé en fait de la même manière que précédemment, avec 3 jours de carence sécurité sociale et un maintien de salaire selon les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ou code du travail s'il n'y a pas de disposition conventionnelle, ou si le code du travail est plus favorable que la convention collective appliquée. Donc attention, bien entendu, dans le cadre de ces trois arrêts-là aujourd'hui, à devoir faire finalement un comparatif entre le légal et le conventionnel, puisqu'en fait, on a déverrouillé sur la partie légale tous les dispositifs les moins avantageux, et donc on doit faire un comparatif entre le légal et le conventionnel pour du coup appliquer systématiquement à chaque salarié le calcul le plus avantageux en termes de maintien de salaire employeur. Simplement, l'activité partielle est un régime qui existe déjà dans la loi, mais qui est aujourd'hui amélioré et rendu plus favorable et plus facile d'accès, enfin là aussi peut-être en théorie, aujourd'hui au travers et du décret qui vient d'être du 25 mars dernier et de l'ordonnance, alors en application de la loi d'urgence sanitaire, semble-t-il, dit Marianne, a été publié cette nuit. L'activité partielle, dans la situation qui nous intéresse, elle est possible en cas de circonstances exceptionnelles. Elle était aussi possible en cas de baisse d'activité, enfin de difficultés économiques. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est les circonstances exceptionnelles et donc la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Elle est soumise à une condition, enfin un certain nombre de conditions formelles qui sont une demande d'autorisation. La demande d'autorisation, elle se fait en ligne auprès de la directe. Alors en pratique, je ne sais pas si Johan et Marianne ont beaucoup de recul là-dessus, mais dans la mesure où les identifiants et le mot de passe et l'habilitation, compte tenu des sollicitations, sont adressés, je dirais, au compte-gouttes et de manière assez tardive. Les déclarations, elles interviennent là, maintenant, pratiquement. Je crois qu'il est nécessaire d'attirer l'attention sur le fait qu'il ne suffit pas de motiver cette demande d'activité partielle par la situation liée à l'épidémie. Il faut, c'est là que je pense qu'il faut attirer l'attention, parce que pour le reste, on reviendra un petit peu sur les modalités d'indemnisation, mais pour le reste, je crois qu'on peut trouver les informations un peu partout. Mais ce que l'on retient, parce que au-delà des informations ou des déclarations gouvernementales sur la facilité d'accès à ce régime-là, on voit bien qu'en réalité, il va y avoir des freins assez considérables pour éviter que les vannes soient trop ouvertes compte tenu du coût que ça représente. Donc, il faut impérativement, dans la demande qui est faite, argumenter sur les conséquences qu'entraîne cette situation aujourd'hui d'épidémie, de confinement sur l'activité de l'entreprise en termes de difficultés d'approvisionnement,
par les fournisseurs, de non-paiement des fournisseurs, de difficultés économiques, d'impossibilité de travailler parce qu'on est confronté à un grand nombre d'absences de salariés, liés à des arrêts de travail, liés parfois à l'exercice de droits de retrait parce qu'on a du mal à mettre en œuvre dans l'entreprise, et le télétravail d'ailleurs, parfois effectivement il y a des activités dans lesquelles c'est pas possible, mais donc du coup dans l'entreprise, les mesures de prévention nécessaires, parce que très concrètement, elles ne sont pas applicables. Donc il faut parfaitement motiver la demande de ce point de vue-là. Ça, c'est, je dirais, le point central. Il ne faut pas négliger ça. C'est-à-dire qu'en fait, très concrètement, il faut préparer à l'avance cette demande en s'attachant à décrire son activité, dans quel secteur économique on intervient, quels sont les fournisseurs, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées, approvisionnement, etc., telles que je viens de les indiquer. Très important. On a la possibilité de joindre à la demande un certain nombre de pièces. Alors, je dirais que c'est très difficile, évidemment, aujourd'hui d'avoir suffisamment de recul pour avoir des éléments de preuve. Mais enfin, on peut aussi, à travers cette possibilité de joindre les pièces, peut-être développer un peu l'argumentaire. Avec cette réserve, néanmoins, et c'est la difficulté à laquelle les directs vont être confrontés, il va y avoir un afflux de demandes important et qu'elles ont désormais, vous l'avez peut-être entendu, 48 heures pour apporter une réponse, au lieu des 15 jours dont elles disposaient précédemment. À défaut de réponse dans le délai de 48 heures, la demande de recours, d'autorisation au recours au travail à l'activité partielle est réputée donnée implicitement. Dans ce cadre-là, je peux très bien imaginer que les directs vont faire un contrôle, je dirais, assez rapide. Donc, à la fois, il faut éviter cet écueil d'être trop sec dans la démonstration des difficultés rencontrées et éventuellement trop les développer parce que je pense qu'elles n'auront pas le temps. Donc, il va y avoir des grandes lignes d'appréciation de façon à traverser à trier. Et donc, il faut essayer de rentrer véritablement dans les clous parce que ça ne va pas être si simple que ça. Donc, comme je l'ai dit, la directe a 48 heures pour donner sa réponse. On doit, dans les entreprises qui en sont dotées préalablement, consulter le CSE. Ça, c'est le régime normal, j'allais dire. Compte tenu des circonstances, la possibilité est offerte de faire une consultation a posteriori, étant précisé qu'il faudra donc adresser ensuite à la directe l'avis du CSE qui est soit positif, soit négatif, mais peu importe. Il faudra prendre cette précaution par la suite, même si l'autorisation a déjà été délivrée, parce qu'après se posera probablement la question de savoir si l'indemnisation, la prise en charge ensuite qui a été allouée à l'employeur était due ou pas, si l'avis n'est pas transmis. Il est possible de mettre en place, c'est une option et un risque peut-être à prendre, le travail partiel avant même d'avoir sollicité l'autorisation de le mettre en place, puisqu'on dispose de 30 jours à compter de la mise en place de ce travail partiel pour solliciter auprès de la directe la demande, avec ce risque évidemment qu'elle soit refusée et qu'on ait une difficulté. Alors ça renvoie à des questions de paye, à traiter la situation a posteriori, si on a fait le choix d'emblée de verser l'indemnisation qui est due aux salariés au titre du chômage partiel. C'est une difficulté parmi d'autres. Cette indemnisation, elle est, en tout cas dans la loi, équivalente à 70% du salaire brut du salarié, ce qui représente à peu près 84% du salaire net. Certaines conventions collectives, et je crois que c'est le cas de Syntec, prévoient des indemnisations plus importantes. Plus favorables. Plus favorables. L'employeur peut d'ailleurs, même à défaut de convention collective, décider finalement d'aller au-delà de ces 70%, ce qui renvoie à une question sur laquelle peut-être on discutera tout à l'heure, du traitement social de cette indemnisation complémentaire, car celle de 70%, elle a un traitement particulier puisqu'elle est assujettie à la CSG-CRDS, selon des taux, alors je n'ai plus sous les yeux, mais Marianne les connaît peut-être, qui sont... oui, bien j'en parlerai tout à l'heure de la partie bulletin de paye, en fait. Oui, voilà, qui permettent effectivement de maintenir d'obtenir ce net à 84%. Bon, l'employeur ensuite est pris en charge. Il est pris en charge de manière plus favorable que ce qui existait dans le régime général, qui existe dans le régime classique, parce qu'on y reviendra certainement un jour, puisqu'il est, disons, indemnisé, je dirais, à 100% de l'indemnité qu'il a versée à ses salariés, jusqu'à 4,5 fois le SMIC.
je voudrais préciser que soit on est sur une activité partielle, alors enfin totale, c'est-à-dire que finalement on ferme l'entreprise ou on ferme un service parce que, alors là voilà, j'ai l'esprit un peu d'escalier, donc je reviens aussi sur une condition un petit peu importante. Le chômage partiel, c'est une mesure collective, c'est-à-dire qu'on doit raisonner en termes d'entreprise, d'établissement, d'unité de production ou de service. Donc il faut aussi bien distinguer les services qui sont concernés par une réduction d'activité, les identifier et identifier les salariés qui en font partie. Et dans ce cadre-là, soit on supprime complètement l'activité du service, mais on peut aussi ne réduire que l'horaire. Et le piège ou la difficulté ou peut-être même la tentation de certains employeurs, ce serait finalement par une recherche opportuniste un petit peu d'optimisation, j'allais dire, c'est de dire finalement je vais mettre des salariés en temps partiel en réduction d'activité et en gros finalement ils continueront à travailler de la même manière. Attention, là, je dis attention, parce que évidemment il y a un risque de redressement URSSAF si en réalité les salariés travaillent pour la durée normale de leur qui est prévue par leur contrat de travail, alors même qu'on a fait une demande d'activité partielle. Un risque aussi de qualification de travail dissimulé. Hein. Le travail dissimulé, c'est une infraction pénale, et puis il y a des conséquences aussi en termes de pénalité auprès de l'URSSAF. Donc il y a un risque important. Donc, il faut être très prudent là-dessus et au-delà évidemment de l'intention qu'on aurait de procéder de cette manière-là, on peut être aussi finalement pêcher, on peut pêcher par négligence et oublier un peu de contrôler l'activité des salariés, d'autant qu'on va se retrouver dans une situation où on sera à la fois effectivement en chômage partiel et en même temps en télétravail. Et là, ça renvoie à la difficulté qu'on a de contrôler l'activité des salariés en télétravail. Il faut être très vigilant, c'est-à-dire que on doit solliciter des salariés la tenue d'un décompte horaire journalier avec un récapitulatif hebdomadaire, comme d'ailleurs on devrait tous toujours le faire lorsque les salariés ne sont pas soumis à un horaire collectif. Mais là, ça a une acuité un peu plus évidente parce que il faudra probablement à un moment donné, alors pas pour tout le monde, mais j'imagine rendre des comptes. Il y aura des contrôles certainement a posteriori pour vérifier que les employeurs ont bien distingué l'activité travaillée, le travail effectif de la partie qui était chômée au titre de l'activité partielle. Donc là, j'invite à la prudence et c'est pas simple parce que effectivement, en termes de télétravail, l'activité des salariés d'abord est un peu hachée et pas forcément aussi intense, c'est-à-dire que lorsque les salariés sont au bureau, puisque là aujourd'hui on est tous confinés en famille, par conséquent il y a aussi des sources de distraction, j'allais dire plus ou moins volontaires. Donc attention de ce point de vue-là, voilà ce que je peux dire sur le site de la Directe, donc pour faire les demandes d'activité partielle en ligne, a été pris d'assaut. Donc en fait, pendant plusieurs jours, tout a bugué. Il faut savoir que c'est relativement long, effectivement, dès lors qu'on fait la demande d'activation du compte, parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes à respecter, à savoir donc l'inscription en ligne pour pouvoir demander en fait l'activation du compte. Il faut attendre et en fait les délais sont relativement longs pour recevoir les codes. Voilà, nous on a constaté des fois jusqu'à une semaine, 10 jours pour obtenir les codes. Donc une fois qu'on a ces codes-là, en fait, il faut avoir aussi absolument un lien d'activation. Une fois qu'on a ce lien d'activation-là, en fait, on est en mesure d'aller en fait sur le compte pour pouvoir donc faire la demande d'activité partielle, comme l'a expliqué Stéphane à l'instant. Effectivement, cette demande, elle doit être extrêmement bien motivée aujourd'hui, puisque nous, on a voilà une visibilité qui est au niveau national compte tenu donc de la présence d'Inexinso sur l'ensemble du territoire national. Et en fait, on a des directs qui n'ont pas la même manière de fonctionner. Donc, on peut avoir en fonction des régions des retours négatifs assez rapidement, alors que dans d'autres, ça ne va pas être le cas. La consigne aussi, c'est que alors qu'on pensait que pour ceux qui devaient cocher coronavirus, c'était uniquement ceux qui étaient concernés par l'arrêté du 14 mars, qui prévoit en fait un certain nombre d'activités qui ont l'obligation finalement de fermer leurs portes, en raison notamment de l'accès au public et d'activités qui sont incompatibles en fait avec la propagation du virus. Mais en fait, il faut pour l'ensemble des activités aussi bien cocher coronavirus et qu'ensuite expliquer effectivement les incidences de
de la situation actuelle, donc voilà, les problèmes de conjoncture économique, à savoir difficultés d'approvisionnement, impossibilité d'organiser les gestes barrières, enfin voilà, toutes les thématiques donc autour de ça, la baisse du chiffre d'affaires, l'absence de clientèle, le paiement des fournisseurs qui ne se fait plus, l'absence de matières premières, voilà, les chantiers ou les contrats qui sont finalement tombés à l'eau, l'absence de sollicitation de la clientèle, enfin voilà, toutes ces questions-là, enfin tous ces points-là en tout cas qui vont pouvoir permettre d'apporter de l'eau à notre moulin pour pouvoir prétendre donc à l'activité partielle. L'activité partielle, elle va effectivement pouvoir prendre deux formes, soit une activité réduite, soit une activité qui se résume à zéro, c'est-à-dire que du coup on demande une activité partielle totale. Que ce soit dans un cas ou dans un autre, la traduction, elle va être identique. Et après, je parlerai juste de l'articulation de l'activité partielle avec la personne qui est en arrêt maladie. Comment ça se passe aujourd'hui? Donc, effectivement, on a des dispositions qui sont bien particulières à cette période, liées au Covid-19. Donc, l'indemnisation du salarié, elle se fait toujours dans les mêmes conditions que l'indemnisation dans un autre cadre, à savoir 70% du brut. 70% du brut. Alors, comment on calcule 70% du brut? Aujourd'hui, les textes nous disent que le brut, c'est en fait la base qui sert au calcul de l'indemnité de congé payé pour la partie maintien de salaire. Donc, ça veut dire que dans cette base-là, on va devoir inclure un certain nombre de choses, outre effectivement le salaire de base habituel du salarié. Donc, notamment les heures supplémentaires structurelles, potentiellement les heures supplémentaires occasionnelles, structurelles, la prime d'ancienneté, voilà, un certain nombre d'éléments donc qui reviennent de manière récurrente et qui font partie en fait du salaire et qui vont nous permettre de déterminer voilà à quoi correspond ces fameux 70% du brut. Comme l'a dit Stéphane, et à juste titre, donc il faut bien faire attention puisqu'effectivement il y a certains accords de branche qui prévoient une indemnisation par l'employeur qui est supérieure à ces fameux 70%, notamment effectivement le Syntec qui a 3 niveaux d'indemnisation en fonction de la tranche de salaire dans laquelle se situe le salarié. Et donc on pourrait aller jusqu'à 95% du maintien du salaire. Comme l'a dit Stéphane à juste titre, l'employeur peut également faire le choix de maintenir 100% en fait du salaire brut. Bien entendu, les 30% qu'il indemniserait en plus resteraient à sa charge. Et là aujourd'hui, on n'a pas encore en fait d'informations certaines sur le traitement social de ces sommes. Donc, est-ce qu'elles bénéficieront comme l'indemnisation de l'activité partielle de cette réduction de charges sociales ou est-ce qu'elles seront entièrement assujetties à cotisation? Ça, on ne sait pas du tout aujourd'hui. Voilà, pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul. Il n'y a pas de texte en fait qui nous garantisse le bon traitement de ces sommes. Ensuite, une fois qu'on a parlé de l'indemnisation du salarié, on va parler de l'indemnisation de l'employeur. Donc, la grosse différence par rapport au mode de fonctionnement de l'activité partielle de manière traditionnelle, c'est qu'effectivement, vous aviez bien entendu qu'il y avait une indemnisation qui se faisait sur la base de 100% de ce que payait l'employeur aux salariés, donc 100% des 70% qu'il prend en charge, avec un système de plafond et de plancher, en fait. Le plancher, c'est que on avait préalablement une indemnisation de l'employeur qui se faisait à hauteur de 7,74 € pour les entreprises de moins de 250 salariés par heure d'activité partielle. Aujourd'hui, dans le cadre du Covid-19, en fait, on a une indemnité plancher, c'est-à-dire que l'employeur ne pourrait pas percevoir moins de 8,03 € par heure d'activité partielle pratiquée. En revanche, on a un plafond, mais qui lui est du coup beaucoup plus important que ce qu'on avait avant, puisqu'en fait, l'employeur pourra prétendre à une indemnisation par heure d'activité partielle à hauteur de 4,5 fois le SMIC horaire. Alors, le SMIC horaire, c'est le SMIC horaire net, bien entendu, donc c'est les fameux 8,03 en fait. En tout cas, c'est comme ça que se fait le calcul. Enfin, pour l'instant, c'est les premières conclusions qu'on en a. On a encore quelques petits ajustements à faire, mais voilà, on est à peu près dans cette grille-là. Ça veut dire que finalement, l'employeur devrait normalement
dans à peu près la plupart des cas, se voir rembourser l'ensemble des sommes qu'il leur a versées dans le cadre de l'activité partielle. Sur cette partie activité partielle, je voudrais l'articuler avec la problématique de l'arrêt maladie, puisque dans le cadre de l'arrêt maladie, on va avoir des personnes qui pourraient, donc dans le cadre de l'arrêt maladie, percevoir 100% de leur salaire dans le cadre de l'arrêt maladie, voire 90%, ou en tout cas des dispositions potentiellement plus favorables que le Code du travail. Pour une question de non-discrimination et donc d'application égale des dispositions entre les salariés donc dans une situation collective, à savoir la mise en place du chômage partiel, qui est une situation collective d'organisation du temps de travail. Le salarié en fait qui est en arrêt maladie, pour autant, il n'est pas exclu de la pratique de l'activité partielle. Simplement, c'est qu'il ne peut pas être placé en activité partielle puisqu'il est en arrêt de travail. Pour autant, sur la période d'activité partielle, qu'elle soit totale ou partielle, le salarié ne pourra pas percevoir sur les temps d'activité partielle plus que ses propres collègues. Donc, du coup, on devra limiter en fait l'indemnisation maladie à 70% de son brut. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'un refus suite à une demande de chômage partiel, est-elle dans son droit d'indemniser son salarié à hauteur de 70% de son salaire brut et d'établir son bulletin de salaire avant la réponse? Alors, elle a fait un refus, elle a fait l'objet d'un refus. Alors, effectivement, pour l'instant, temporairement, elle fait l'objet d'un refus. Elle peut effectivement refaire une nouvelle demande en rapportant des pièces qui pourront peut-être permettre à la directe de réétudier la situation et finalement de changer son fusil d'épaule. Après, du coup, est-ce qu'elle reviendra rétroactivement au début de sa demande? J'en ai pas la certitude. Donc, dans tous les cas, pour l'instant, ça veut dire que si vous indemnisez le salarié à hauteur de 70%, vous l'avez mis dans la situation en fait de le bloquer à son domicile en disant voilà, je fais du chômage partiel, sans pouvoir l'indemniser par ailleurs. Donc, à mon sens, le salarié il est tout à fait en droit de réclamer finalement le salaire habituellement qui devrait lui être versé. La suivante, dans le cas où le transfert de travail est impossible entre les collaborateurs d'un même service et que certains se voient sans activité liée à la perte d'un dossier client, peut-on mettre un seul salarié en chômage partiel alors que les autres salariés peuvent travailler? Alors, on ne peut pas mettre un seul salarié en chômage partiel si on en a plusieurs. Alors peut-être si on dit j'ai un service avec un salarié. Enfin, bon, mais encore une fois, c'est une mesure collective. Ou alors si, bien sûr, on a une entreprise avec un seul salarié. Voilà. Enfin, jusqu'à présent. Je pose la question, effectivement. Alors, je pense que du coup, la question d'Aurélie, potentiellement, c'est de se dire, voilà, au sein d'un même service, on a peut-être 2 ou 3 salariés qui potentiellement pourraient travailler en fait sur les mêmes typologies de dossiers, mais il s'avère que du coup, ce dossier-là, on peut peut-être pas le partager entre les collaborateurs. Donc là, potentiellement, il faut simplement pouvoir rapporter la preuve de l'impossibilité finalement de partager la gestion de ce dossier en fait. Donc encore une fois, tout est question de rapporter les motivations et les preuves qui ont justifié cette pratique-là en fait. On peut avoir aussi sur un même service des personnes qui exercent exactement le même poste, mais il y en a une qui est beaucoup plus compétente que l'autre, qui va pouvoir être beaucoup plus efficace. Et là, concrètement, peut-être qu'effectivement, on va pouvoir justifier d'en placer une peut-être plus en chômage partiel que l'autre, voire une qui serait peut-être à 80% et l'autre à 0%. L'indemnisation en moyenne est de combien pour un arrêt de travail garde d'enfants? Y aura-t-il un texte pour uniformiser cette indemnisation? Alors, la durée, donc pour l'instant, elle était, au départ fixée par rapport à la quatorzaine d'origine. Là aujourd'hui, on nous dit qu'en fait, on peut aller jusqu'à 3 semaines. Et après, dans tous les cas, en fonction de la continuité de la situation, en fait, on pourra demander des renouvellements donc pour garder les enfants. Tant que de toute façon, tant que les dispositifs scolaires ou les dispositifs d'accueil ne seront pas réouverts, le parent sera toujours en situation d'être obligé de garder son enfant. Et le taux de prise en charge en fait pour cette indemnisation? Eh bien, en fait, on a une prise en charge donc dès le premier jour par la sécurité sociale à hauteur de 50%, donc l'IJSS classique dans le cadre d'un arrêt maladie. Et ensuite, on a une indemnisation par l'employeur. Et comme je vous le disais, en fait, comme on a levé en fait les dispositifs les moins favorables qui existaient aujourd'hui dans le Code du travail, on va être obligé de faire un comparatif en fait entre le
Code du travail et les dispositions conventionnelles qui pourraient être plus favorables. Et dans ce cas, on va retenir en fait les dispositions les plus favorables pour calculer ce maintien de salaire. Donc, on va pouvoir se retrouver en fait à maintenir cet arrêt de travail donc dès le premier jour à 100% sur des dispositions conventionnelles telles que le Syntec par exemple, et donc pour une durée qui peut être plus ou moins longue en fonction des dispositions conventionnelles. Quoi qu'il en soit, si on reste sur le Code du travail, on est à 90% sur les 30 premiers jours et 2/3 sur les 30 jours suivants. Et après, on va pouvoir avoir des allongements de période en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Sens oui, c'est tout le trimestre qui est reporté parce qu'en fait, le bloc de paiement, il n'apparaît qu'au moment du trimestre, donc au moment de l'échéance donc trimestrielle. Ça veut dire que dans les DSN, quand on les a déclarés pour chaque mois, on a déclaré en fait un mois. À ce jour, on n'a pas d'information contraire de l'URSSAF, donc à mon sens, effectivement, ce sera la totalité de l'échéance. Oui, il faut absolument en fait agir donc matériellement. Donc en fait, on avait une petite procédure puisque, comme vous le savez, les DSN doivent être déposés avant le 15 du mois suivant l'échéance en fait des payes. Là, potentiellement, compte tenu des délais, on avait pour la plupart déjà déposé nos DSN. Et en fait, quand on a eu l'information, il aurait fallu soit déposer une annulaire en place avant dimanche soir, donc minuit, donc quasiment impossible pour tout le monde. Donc, on n'a pas eu d'autre choix que d'intervenir en fait directement sur le site de l'URSSAF pour aller mettre les sommes à zéro. Comme il y a eu beaucoup de bugs sur ces jours-là, en fait, on a invité donc de manière générale les entreprises à beaucoup de prudence, voire pour certaines à intervenir auprès de leur banque pour éventuellement demander l'annulation du prélèvement qui peut être fait même si en fait l'ordre de paiement a déjà été lancé et que la somme est prélevée en fait. Dès lors qu'on est dans des jours suivants donc le lancement du prélèvement par l'URSSAF, on peut encore bloquer le prélèvement de la somme. Voilà, maintenant c'est trop tard, mais et sachant qu'en plus le report du prélèvement a été fait jusqu'au 19 mars inclus à midi. Donc, on avait jusqu'à cette date-là pour bloquer le paiement. En ce qui concerne la retraite, les échéances étant un petit peu plus tardives, ça laissait un petit peu plus de temps d'action. Sauf que là, en fait, il fallait agir auprès de chaque organisme et chaque organisme avec des modalités de fonctionnement différents. Donc, le mieux, c'était de faire avant le 25, en fait, d'intervenir auprès de son organisme bancaire à nouveau pour bloquer le paiement. Ça veut dire que derrière, une fois qu'on a bloqué le paiement, en fait, il faut quand même faire une action donc auprès des différents organismes. En ce qui concerne l'URSSAF, il fallait simplement en fait dans la partie message donc auprès de l'URSSAF sélectionner en fait la partie catastrophe naturelle et simplement indiquer en fait qu'on demandait un report de paiement des cotisations en raison du coronavirus et que par la même occasion on demandait la remise gracieuse des majorations et pénalités de retard qui de toute façon seront calculées de manière automatique. Alors, je pense c'est très compliqué cette question-là. Parce qu'on touche à plusieurs choses en même temps. Alors, normalement, en fait, dès lors qu'on peut faire du télétravail, c'est pas pour ça qu'on peut pas garder ses enfants en même temps. C'est très difficile à doser parce qu'en fait, alors là, je laisserai peut-être la partie sur la partie droit social parce qu'en fait, c'est, je dirais, très subjectif en fait cette situation-là parce que tout dépend si on estime qu'on peut organiser ou pas le télétravail même en présence d'enfants. Et après, tout dépend de l'âge des enfants également. Le principe d'ailleurs de l'arrêt, le principe qui n'est pas forcément d'ailleurs mis en œuvre parce que très concrètement, je crois que les possibilités de contrôle n'existent pas, mais le principe c'est que d'abord il faut envisager le télétravail mais assez sérieusement avec l'employeur pour voir s'il est possible de le mettre en œuvre. Et à défaut, et donc peut-être parce que précisément la garde d'un enfant le rend impossible, se faire en fait délivrer l'arrêt de travail pour garde d'enfant. Mais un arrêt de travail suspend le contrat de travail. Donc a priori, il n'est pas possible, puisque je crois que c'était le sens de la question, d'à la fois d'être en arrêt de travail et de télétravailler. Bon, il n'est pas possible en principe. Maintenant, dans les faits, j'imagine que les possibilités de contrôle sont assez réduites, mais le principe est celui-là normalement. Dont la société est fermée à cause du Covid et qui doit également garder ses enfants, que doit-on faire? Arrêt de garde d'enfants ou chômage partiel organisé par l'entreprise?
Alors, tout dépend quel est le premier événement en fait qui a commencé. Est-ce que c'est l'arrêt maladie ou est-ce que c'est l'activité partielle? Ok. Si c'est l'arrêt maladie qui a commencé, du coup, l'arrêt maladie va aller jusqu'à son terme et ensuite le salarié sera placé en activité partielle. En revanche, si en fait il n'avait pas fait de demande pour garder l'enfant à son domicile et que la société l'a placé en activité partielle, il est d'office en activité partielle.